Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 95. Nous sommes le 7 novembre 2023 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Guillaume Assier. Qui es-tu, Guillaume Assier ? Et que fais-tu ? Bonjour, je m'appelle Guillaume Assier et je suis Site Reliability Engineer chez Clever Cloud et je travaille notamment sur les load balancers. Magnifique. Et en parlant de load balancer, nous sommes également accompagnés de Éloi Démoly. Bonjour, je suis Éloi Demolis, je travaille à Clever Cloud et je travaille effectivement sur les load balancers de Clever Cloud, load balancer qui s'appelle Sozu. Je travaille également sur le FAS. Et nous sommes accompagnés, et non pas des moindres, par un autre Jean merveilleux, Sylvain Vallès. Et bonjour. Et qui es-tu et que fais-tu ? Alors, que fais-je ? Je travaille chez Elastic, où je suis tech lead dans l'équipe des SDK librairie client, après avoir passé 4 ans dans l'équipe cloud où on mettait plein de clusters partout. Et donc aujourd'hui, maintenant, tu mets plein de clients partout. Exactement. Magnifique. Eh bien, pour commencer, on va attaquer un premier lien qui est celui d'un executive order fait par le président américain sur l'IA. Donc il s'agit d'une volonté, on va dire, qu'on retrouve dans pas mal d'instances du monde de gouvernement, de réguler l'IA et d'apporter une réponse politique à ces sujets. Et donc, cet executive order, il cherche à apporter des réponses, d'une part pour donner des standards sur la protection contre la génération automatique de virus, de la détection d'informations générées par IA pour éviter des problèmes de propagande ou de fake news qui peuvent impacter la sécurité des États, essayer de donner un cadre légal pour l'utilisation de l'IA dans l'armée, dans le renseignement et dans des aspects régaliens de l'État. Comment l'intégrer au système judiciaire, comment l'intégrer dans la santé, bref, comment l'intégrer dans la société et de manière la plus éthique possible et qui pose le moins de problèmes. Évidemment, l'intégrer également dans les lieux de travail et permettre aux travailleurs d'avoir une forme de capacité de négociation vis-à-vis de l'impact de l'IA sur leur profession. Voilà. Est-ce que vous avez regardé déjà ce lien ? Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Ouais, moi juste pour préciser pour notre auditoire, quand tu parles de virus, on parle de virus biologique, c'est-à-dire effectivement, oui. Voilà, c'est pas le virus informatique, ça c'est des petits trucs, c'est plutôt l'utilisation des LLM cette fois-ci avec des séquences, des systèmes de séquençage type ADN et compagnie pour créer de nouveaux virus ex nihilo. Alors ce truc-là, en fait, il y a une espèce de psychose en ce moment, surtout aux États-Unis, sur le fait que l'IA en fait va détruire l'humanité. Donc là, ils sont dans un délire un peu à la Skynet, et l'objectif, c'est de réguler l'IA de façon à empêcher qu'elle cause la disparition de l'humanité. Alors dans cet executive order, il y a aussi des trucs beaucoup plus concrets, notamment il y a si les clusters de calcul utilisés pour créer un modèle ont plus de, je ne me souviens plus la capacité en teraflop, mais enfin c'est quand même pas mal. En gros, il faut informer le gouvernement américain pour qu'il puisse donner son avis dessus. Alors, la taille aujourd'hui de les limites qui sont données dans l'executive order sont plutôt des choses qui le réservent aux très grands acteurs, mais on connaît tous la loi de Moore, ou aussi même les systèmes de calcul distribués. Comment est-ce qu'on calcule la capacité totale d'un système distribué ? C'est pas évident. Donc, il y a des choses intéressantes là-dedans, mais il y a aussi des trucs, tu te dis, mais ouais, bon, ok, tu régules, mais ça sert à rien, quoi. Ça. Moi, ce que je me pose comme question, c'est vis-à-vis d'autres États, en fait. Donc, je sais que en Europe aussi, on commence à avoir une législation qui est en train de se poser. Je vais me poser la question par rapport aux autres États, en fait. Est-ce que les limites sont suffisamment larges pour garder, en fait, l'Amérique compétitive sur ce terrain-là, sans que ça vienne non plus, souvent le cadre, un cadre avec une loi qui vient s'appliquer, ça peut très vite en fait brider les entreprises. Et du coup, est-ce que les entreprises vont rester compétitives sur ce milieu-là, sachant que c'est quelque chose qui évolue énormément ces 2 dernières années. Enfin,
ça fait au moins 2 ans, voire même un peu moins. Enfin, il y a vraiment une accélération sur ce secteur-là. Donc un cadre légal, c'est super bien que ça vienne, mais c'est vrai que je me posais la question par rapport à des États, est-ce que ça va pas rendre moins compétitive? Il y a la Chine, mais il y a plein d'autres États en fait là-dessus, il y a 2 choses intéressantes. Il y a une boîte chinoise qui a annoncé son premier LLM, j'ai oublié le nom, je crois que c'était hier ou avant-hier. En gros, c'est un LLM alors, le standard de comparaison en ce moment, c'est Llama 2, donc qui est meilleur que Llama 2. Et moi, j'ai fait le parallèle aussi avec ce qui s'est passé sur l'architecture RISC-V. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a une émergence de RISC-V en ce moment dans le niveau de l'architecture des processeurs? C'est parce qu'il y a eu des lois des États-Unis qui ont posé des embargos sur les technologies ARM. Donc les Chinois, ils ont dit, il y a RISC-V qui est open source, et hardi petit, allons-y. Et maintenant, ils ont développé une compétence monumentale sur le sujet et ils vont jeter armes, en fait. Donc c'est des choses vraiment à double tranchant. C'est une arme qui peut se retourner très rapidement contre les États-Unis, ça. Carrément. Ça correspond à une stratégie d'assurer une forme de protectionnisme par la législation des États-Unis, mais qui peut, comme tu le disais, se retourner contre eux s'ils se retrouvent dans une situation à ce qu'au final les entreprises aient plus intérêt à partir que de s'y plier et que ça leur donne aucun avantage comparatif. Ça dépend aussi de la taille du marché de l'IA aux États-Unis, parce que fatalement les règles vont devoir s'appliquer probablement pour les clients des entreprises qui utilisent de l'IA. Et donc si elles sont aux États-Unis, les lois risquent de s'appliquer à ces entreprises-là, et donc potentiellement le marché américain fera que les entreprises devront s'y plier. Alors c'est des stratégies qui marchaient pas mal à une époque où les États-Unis avaient une hégémonie énorme sur la technologie. Maintenant, on voit avec l'émergence de la Chine et puis aussi des pays comme l'Inde, des trucs comme ça, ça marche plus parce que ces pays-là ont la capacité maintenant de développer leur propre technologie. Donc voilà, c'est les limites du système. Exactement, oui. Du coup, en parlant d'IA et de législation, il y a des entreprises qui, pour échapper à la législation, ne veulent même pas aller dans un pays qui pourrait réguler l'IA, mais directement s'installer en pleine mer, dans les eaux internationales, pour essayer d'être affranchi de toute législation nationale. Guillaume, tu voulais nous en parler? Oui, alors c'est un petit lien qui vient de chez nos amis de Numérama, qui raconte en fait, qui vient à la base d'un thread qui a été fait par une entreprise américaine qui s'appelle qui s'appelle Dell Complex. C'est une entreprise américaine qui travaille notamment sur de la recherche, du développement et de l'intelligence artificielle. Et en réponse, donc du coup, à la législation américaine et européenne, parce que du coup, il y a eu les deux qui sont tombés assez récemment, ils ont décidé de créer leur propre État. Donc ça m'a fait beaucoup rigoler quand même, le fait de se dire, on va créer notre propre État. Et leur idée, c'était de monter une plateforme offshore qui traînerait du coup dans les eaux internationales. Alors j'ai pas bien compris. Ce que j'ai compris, elle est censée être navigante et habitée. Et l'idée, en fait, c'est de faire tourner une énorme ferme de calcul avec à peu près 10 000 H100 Nvidia, donc des bonnes cartes graphiques. L'idée, c'est de monter un gros cluster flottant et du coup de s'affranchir en fait de la législation. Donc ça m'a fait beaucoup rigoler sur. On voit vraiment le fait de vouloir s'affranchir de la législation comme quelque chose qui est recherché par certaines entreprises, notamment pour casser le cadre comment ça s'appelle, toute la partie éthique aussi. En Europe, avec le RGPD par exemple, il y a beaucoup de choses qui ont été interdites, beaucoup d'entreprises sont contraintes par rapport à ça, et voilà, donc j'ai trouvé ça assez marrant comme façon de faire. Pas sûr d'un point de vue législatif que ça soit autorisé quand même de monter son propre État dans les eaux internationales, donc ça m'a fait penser à Sealand, je sais pas si vous connaissez. Ah oui, j'allais le citer, Sealand, normalement. C'était en 2007, j'ai retrouvé la page, The Pirate Bay qui voulait monter un data center sur une vieille plateforme pétrolière dans les eaux internationales, histoire de pouvoir distribuer tous les torrents qu'ils veulent sans avoir de problème de législation. C'est ça, il y a un petit peu cette idée-là. Moi, c'est vrai que je m'étais posé plein de questions pratiques en me demandant, mais alors, ils veulent faire tourner 10 000 GPU, mais comment ils font pour avoir de l'électricité? Comment ils chargent les datas? Parce que bon, c'est quand même souvent des volumes de données qui sont énormes. Et il parlait rapidement du refroidissement par la mer. Donc bon, en termes de considération
écologique non plus. Je sais pas, il parlait de faire du solaire, mais ça fait vraiment un projet hors sol, quoi. Très clairement, j'y crois pas une seule seconde. Ça fait un peu, il y a un côté un peu dystopique, je trouve, dans cette idée de vouloir monter son propre état et s'affranchir de tout ça, quoi. Je pense que ça rentre dans une démarche de lobbying de la part de certaines entreprises qui justement face à cette volonté de régulation qui peut être parfois exagérée de la part des États ou justifiée, mais en tout cas du moins cette volonté de régulation, y oppose une forme de puisque vous voulez réguler, on s'en va. Et d'essayer de faire pression justement pour limiter l'impact de cette régulation sur l'activité commerciale de certaines entreprises. Et probablement que ça rentre alors de manière probablement un peu exagérée, mais qui crée un effet de communication sur ce sujet-là, et donc de pouvoir mettre en avant probablement un agenda qui demande plutôt une dérégulation et de la liberté là-dessus. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter sur ces liens IA et régulation autour de tout ça? Moi, c'est plus, non, je sais pas, ça me rappelle un petit peu l'écosystème crypto-monnaie qui commence notamment en Amérique, qui commence à fuir certains pays. Je crois que c'était Binance qui était parti. Je crois. Enfin voilà, donc on observe la même chose, mais dans plein de secteurs en fait. Donc c'est assez intéressant. Alors sur les crypto-monnaies, moi je suis tombé récemment sur une boîte qui s'appelle monsterapi.ai. Alors parce que maintenant toutes les boîtes s'appellent AI forcément. Alors eux ils proposent des services en gros du LLM as a service. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont un prix qui est assez ras des pâquerettes. Et ils disent que c'est parce qu'en gros ils font de la sous-location des GPU des mineurs de Bitcoin pour qui c'est plus rentable pour faire du calcul de LLM. Donc c'est intéressant de voir que finalement tout cet investissement qui a été fait côté Bitcoin, maintenant les gens se disent qu'est-ce que je vais faire de ça, et puis il y a l'IA, c'est cool. À chaque fois tenter de trouver une solution. C'est ça. Mais du coup en parlant de GPU et de calcul, c'est l'arrivée et c'est une présentation à propos de WebGPU, qui est une technologie qui permet d'utiliser des GPU via une API en JavaScript dans le navigateur. Sylvain, tu voulais nous en parler? Voilà, donc je vais vous en parler pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est mon fils aîné, qui est à l'origine de WebGPU chez Google, et qui est le tech lead chez Google et spec lead au W3C. Donc dièse papa fier, voilà, donc ça c'est... super content. Et surtout, c'est un truc intéressant. En fait, l'idée, c'était de dire que WebGL qu'on avait avant ne tirait pas parti des cartes graphiques modernes, à la fois en termes de capacité, puissance de calcul, etc. Et surtout, permettait pas de faire autre chose que du graphisme. Donc là, l'idée, c'est de dire, on amène dans le navigateur web toute la puissance des GPU modernes, y compris pour faire du calcul, mais avec une API unifiée qui fait l'abstraction des couches basses type Metal, Vulkan et compagnie, ou DirectX. Ça a été conçu d'abord pour le web, mais c'est utilisé aussi en tant que librairie standalone. Alors, typiquement, deux exemples, c'est donc Chrome, petit à petit, vont remplacer les couches graphiques basses de Chrome par la librairie WebGPU, et côté Rust, de plus en plus, le système graphique de base qu'utilisent toutes les applications qui font de l'IHM native en Rust, c'est une implémentation WebGPU en Rust, qui est celle de Mozilla en fait. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que finalement il y a l'émergence d'une API graphique unifiée qui apporte une couche de compatibilité par rapport à tous les OS et toutes les cartes graphiques, et qui devient utilisée non seulement sur le web mais aussi maintenant sur les API natives. Alors sur le web c'est intéressant parce que on a vu des gens qui alors initialement quand ils l'avaient conçu c'était plutôt dans l'optique jeu 3D et compagnie, et maintenant on a vu des gens qui ont fait tourner l'AMA 2 dans le navigateur avec WebGPU. Donc c'est quand même pas rien, quoi. L'autre chose intéressante aussi, c'est que ça a été conçu aussi en relation avec WebAssembly. Alors la connexion n'est pas encore complètement faite, mais à terme, c'est pour pouvoir coder intégralement une application qui fait du GPU à fond la caisse directement en WebAssembly sans avoir à repasser par le JavaScript du navigateur.
Donc là, il y a encore beaucoup de taf, notamment on voit des choses émergentes sur le garbage collector en WebAssembly, etc. Mais c'est des objectifs à long terme. Et donc là, l'idéo là que j'ai lié, c'est un podcast où ils expliquent un petit peu que WebGPU est en train de se répandre partout. Chez Google, par exemple, ils sont en train de réécrire Google Earth avec WebGPU. Ça va remplacer le système graphique sur Android à terme. Enfin voilà, c'est en train de se répandre partout, quoi. Ok. Je pensais pas que c'était aussi répandu. Moi, je pensais que c'était vraiment juste pour la partie navigateur, mais au final, c'est vraiment un standard qui va être utilisé en dehors, en fait. Ouais. Et t'as pas mal d'applis natives, enfin, qui font du graphique natif en Rust, qui sont basés sur WebGPU. Ok. Du coup, c'est la partie WebAssembly, ce serait une série d'appels système en quelque sorte vers des interfaces de GPU. Ce serait. Ouais, c'est ça. Ouais. On va pouvoir miner des bitcoins dans le. Alors, c'est le problème aussi, c'est que du coup, le navigateur devient capable de miner du bitcoin maintenant, de façon un peu plus efficace que ce qu'on avait avant. Donc, Parce que du coup, cette spécification intègre des gestions de droits d'accès de la même manière qu'on peut demander l'accès à une caméra, un micro, etc. Est-ce que la carte graphique serait concernée ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, ça a été un énorme problème pour eux quand ils ont fait WebGPU parce que classiquement, le WebGPU, c'est open bar puisqu'on est sur une application native et qu'on veut avoir un maximum de performance. Donc là, il y a eu une tension, on va dire, entre la nécessaire sécurisation du truc, le sandboxing, et le fait de pas trop pénaliser les perfs. Donc je sais qu'il y a eu un gros travail sur, en gros, même carrément au niveau de la conception de l'API, de façon à ce qu'elle soit secure, mais sans avoir un coût exorbitant en termes de performance pour sécuriser le truc. Voilà. Donc après, si on revient sur l'histoire des mineurs de Bitcoin, à partir du moment où quelque chose peut charger du JavaScript dans ton navigateur web, il peut aller utiliser la carte graphique. Ça, la sécurité, en fait, c'est pour éviter d'aller déborder sur le reste du système depuis le navigateur à travers la carte GPU. Okay. Effectivement. Okay. C'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup la programmation graphique à mes heures perdues. J'ai pas encore eu trop l'occasion d'y regarder, mais est-ce qu'on assiste un petit peu à même genre d'évolution d'un point de vue modernisation de l'API entre OpenGL et Vulkan et entre WebGL du coup et WebGPU? Alors, WebGPU, en gros, si tu veux, la conception de cette API, elle a été faite en définissant une espèce d'ensemble commun qui se base sur Metal côté macOS, Vulkan côté Linux, Android, etc., et DirectX côté Microsoft. Donc, en gros, c'est une espèce d'unification de ces API avec quelque chose qui est plus simple au-dessus et qui fait l'abstraction. Alors, comme il dit le fiston dans le podcast, là, il dit si tu prends Vulkan, en gros, tu as toutes les pièces détachées pour construire une Ferrari, mais après, c'est à toi de la construire, la Ferrari. Donc, en gros, ils disent là, ça sera peut-être pas une Ferrari, ça sera peut-être une jolie Porsche, mais au moins, tu l'as sur étagère. Tu vois, ça c'est. D'accord, très bien, je vois. Est-ce que dans ce contexte-là, on pourrait imaginer, on a souvent des problématiques de support d'applications qui vont être des clients lourds utilisant un GPU sur Windows par exemple, qui sont pas compatibles Mac et Linux parce que justement c'est des API différentes en termes de cartes graphiques. Oui. Est-ce que on voit un mouvement, est-ce qu'on voit un mouvement arriver vers justement l'utilisation de WebGPU hors du navigateur dans Wasm, mais dans une volonté d'unification des API graphiques entre les différents composants? Ouais, alors là où c'est intéressant, c'est que si tu regardes par exemple les utilisations de WebGPU en Rust, tu as des applis natives qui utilisent WebGPU, qui se compilent aussi en Wasm et tournent sur le navigateur en utilisant le WebGPU du navigateur. Donc là, tu as une portabilité totale, on va dire appli native multi-OS et aussi navigateur. Et ça, c'est parce que l'API C++ de WebGPU, elle est générée à partir de la même définition que l'API JavaScript. D'accord, donc via de la génération de code. Ouais. Donc c'est ça aussi qui le rend très intéressant, c'est que ça unifie non seulement les différents back-end graphiques, mais aussi ça te fait une abstraction sur les différentes plateformes. Donc ça fait du graphique haute performance portable en fait. Oui. Qui quelque part vient compléter l'offre que permettait WebAssembly avec la possibilité de faire du compute portable. Tout à fait. Ouais. Ce qui du coup permet d'avancer vers le projet de Watt
et de faire tourner du JavaScript dans le kernel. Ah ouais, il y a D'avoir, ça. Non, c'était une conférence un peu troll qui avait été faite dans les années de 2010, disant globalement que le navigateur allait devenir le kernel des systèmes Oui. et que tout allait être codé en JavaScript. Et au final, Bah, on arrive à la même chose, mais c'est l'inverse, c'est-à-dire que le système vient dans le navigateur et Le vient système remplacer vient les dans le mots. navigateur et on va tout coder en WebAssembly en fait. Exactement, c'est ça. Et donc en Rust, la vie sera magnifique parce qu'on aura des softs secure et qui ne leak pas de la mémoire, Exactement. sauf pour les gens qui font du unsafe. Ce qui est assez marrant dans ce contexte-là, c'est moi qui fais la remarque, c'était un streamer, il me semble, qui disait que il y a quelques années, en fait, durant beaucoup de logiciels, on avait des briques qui étaient écrites dans des langages haut niveau, par exemple JavaScript, et que les tâches proches du système d'exploitation étaient faites dans des langages compilés, genre C, C++, et que dans le navigateur, on voyait un peu l'opposé, où l'application était écrite dans des langages compilés, par exemple Rust, compilé en Wasm, et que l'équivalent des syscalls était écrit en JavaScript, et c'est lui qui faisait du coup la couche système. Et je trouvais le parallèle assez marrant. Bah, je pense que de plus en plus, avec l'évolution de Wasm et tout ce qu'on voit aussi, alors pas dans le navigateur, mais côté WASI et compagnie, on va avoir aussi le fait qu'on ajoute de plus en plus de host functions natives dans les runtime WebAssembly, et WebGPU en fait partie, typiquement, qui évitera d'avoir à faire le passage à travers la couche JavaScript. Effectivement. Ce qui va potentiellement permettre d'amener finalement un nouveau standard par rapport à POSIX sur des appels système et sur une interface peut-être mieux définie d'ailleurs avec un composant en dessous qui pourrait être aussi bien un navigateur qu'autre chose et donc améliorer la portabilité énormément. C'est un petit peu, c'est dommage, je ne l'ai pas mis dans les liens, mais c'est un petit peu ce qu'essaye de proposer Wasmer avec WASX, qui est une extension du coup de WASI avec le portage de certains du coup host-calls qui ne sont pas encore standards, notamment les host-calls de réseau qui n'existent pas encore dans WASI, et qui permet de compiler dans Wasm la plupart des binaires qu'on peut faire tourner sur un Linux actuellement. Il y a eu pas mal de controverses autour de WASX parce que ils ouvrent des API type spawner des sous-process et trucs comme ça, et donc en gros les gens se disent attention là, on est en train de casser le sandboxing de Wasm, donc il faudra que les runtime ils soient bien blindés au niveau des permissions sur ces API là en fait. Ouais, c'est un peu le problème. En parlant justement de blindage et de protection contre des attaques ou du développement de logiciels, c'est Guillaume qui va vous parler de l'histoire d'un alternant qui bosse chez Orange Cyberdéfense en journée et qui, à l'instar de Bruce Wayne et Batman, le soir développe des malwares. C'est ça. Alors c'est un petit lien qui nous vient de chez ZDNet. Alors moi j'ai trouvé que c'était une histoire qui était assez intéressante parce que c'est pas tous les jours en fait qu'on a des histoires de pirates français qui font des bêtises et qui se font attraper par la justice. Voilà, donc en fait c'est l'histoire d'un jeune informaticien qui habitait dans l'ouest de la France. Étonnamment, il y a beaucoup d'entreprises qui font de la cyber dans l'ouest, notamment sur Rennes. Je sais qu'Orange Cyberdéfense est là-bas, mais pas que. Il y a plein de boîtes il y a vraiment un cœur cyber en fait à Rennes. Et il s'est fait choper. Le gars avait 23 ans et vient d'être condamné à 4 ans de prison. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, la nuit, il s'est amusé avec ses superbes compétences en cybersécurité à développer des logiciels malveillants, notamment notamment des outils qui permettent de déployer des virus. Donc souvent, c'est ce qu'on va appeler des packers, par exemple. Donc l'idée, ça va être de dire voilà, j'ai une charge malveillante, comment je fais pour l'apporter sur le système et comment faire pour ne pas être détecté en fait par des antivirus. Donc avec plein de techniques, notamment du process following, des choses comme ça, un petit peu sournoise en fait pour masquer ses traces. Et en fait il commercialisait littéralement ces outils sur internet et il s'est fait cueillir par la justice. Et ça faisait 1 an en fait qu'il attendait d'être jugé. Puis il a eu aussi une grosse amende avec, je crois que c'était 40 000 ou 50 000 euros d'amende. Donc voilà, donc ils sont essayés de le refroidir un petit peu. Il faisait du C et du C#. Donc ça cible particulièrement Windows souvent. Et ce qui est intéressant de voir aussi là-dedans, c'est qu'en fait c'est vraiment un écosystème. Souvent les gens oublient que la cybersécurité c'est pas juste un gars dans son garage qui attaque. Il y a tout un écosystème avec des forums pirates, des gens qui vont revendre des outils.
Donc voilà, ça marche pas avec un seul acteur quand on prépare une attaque. Et il a empoché 19 bitcoins au total, donc ça fait quand même une sacrée somme sur 2-3 ans, hein, donc ça marchait bien son affaire. Et voilà. Je sais pas, est-ce que vous étiez au courant comme ça qu'on avait des jeunes Français qui font des bêtises? Bon, on peut être français, faire des bêtises, il n'y a pas forcément besoin d'être ukrainien, russe ou chinois, ça c'est... Mais souvent on a l'image que ça vient d'autres pays, alors que ça peut arriver en France, alors c'est vrai. ça peut arriver de partout, mais c'est aussi, moi je sais que c'est aussi pour ça que là du coup je suis sorti d'une formation en cyberdéfense. Ça faisait un peu mes études, et en fait on avait vraiment un aspect aussi sur la partie éthique qui était poussée, pour pas qu'on finisse comme ça. Voilà, moi je trouvais ça intéressant de voir une histoire comme ça parce que c'est pas très très souvent, quoi. Alors c'est marrant, parce que tu parlais d'écosystème, ça me rappelle une vidéo de Micode quand il avait infiltré un petit peu les réseaux d'arnaque à la carte bancaire, etc. Et j'avais été assez effaré de découvrir qu'il y a des places de marché pour la vente de clones de sites type Chronopost, trucs comme ça, quoi, pour se créer très rapidement son petit site de phishing. Il y a toute une espèce d'économie underground parallèle là-dessus qui est vraiment impressionnante, quand même. C'est ça, c'est vrai, tu peux acheter des kits de phishing, tu peux acheter des identifiants volés, ça se fait beaucoup aussi. Pour entrer dans une boîte, tu vas en fait voler des identifiants. Uber, c'est ce qui s'était passé. C'était un prestataire qui avait été, c'était à peu près 1 an je crois, il s'était fait pirater parce qu'un prestataire en fait s'était fait voler ses codes avec un malware et ça a été revendu, donc c'est passé par 2-3 acteurs. Mais ça se fait beaucoup, en fait derrière c'est des mafias, c'est devenu un écosystème avec de l'argent à se faire, donc des gens vont proposer des compétences techniques, des accès, enfin voilà quoi, tout ce qu'on veut, et jusqu'à la fin blanchir et récupérer des sous. Du phishing as a service, c'est... Moi, avant de me pencher dedans, je pensais que c'était vraiment quelque chose avec... oui, j'imaginais vraiment le pirate dans son garage, quoi. Mais c'est vraiment devenu... Enfin, c'est professionnalisé, quoi, comme secteur. Il y avait même à une période... c'était sur les attaques sur les hôpitaux de l'Est de la France, où c'était une boîte qui fournissait du ransomware as a service pour les... qui a ensuite été exploité par des gens... ça se fait, de toute façon. En fait, vu qu'il faut beaucoup de compétences techniques mises bout à bout pour y arriver, tu vas potentiellement, j'ai envie de lancer une attaque, j'achète des accès pour entrer dans la boîte, je vais acheter un service de ransomware avec quelqu'un qui me fournit déjà tous les modules déjà préparés, ensuite j'y repasse dans un autre logiciel codé par un gars pour le rendre indétectable, et ça fait vraiment une chaîne complète. Et voilà, et des fois ils se tapent dessus en plus, donc j'avais un prof comme ça qui m'a raconté que des fois dans les virus, parce que quand on récupère des virus, après ils les ouvrent en deux pour regarder, ils font du reverse dessus, et des fois ils tombaient sur des messages de développeurs en disant oh là là on me traite mal et tout. Enfin, c'est assez marrant de voir dans toutes les traces tout ce qui est laissé, en fait. Et le nombre d'acteurs, il s'insulte à travers des easter eggs laissés dans le code, quoi. C'est ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. C'est oui, toute une économie qui en plus se rapproche de quelque part de milieux parfois criminels beaucoup plus traditionnels. C'est le cybercrime, en fait, c'est des, voilà, exactement. C'est des mafias qui se sont rendus compte que c'était plus simple et moins dangereux d'aller attaquer des entreprises à distance et leur demander une rançon plutôt que d'aller faire un braquage de banque, en fait. C'est moins risqué, ils sont pas à côté, hein. Donc les conséquences font toujours mal, par contre. Elles sont toujours là. Et en parlant de faire des mauvaises choses, c'est un lien de Sylvain à propos de on va dire de React. Voilà. On reste en vague. De React qui a introduit une petite extension à JavaScript qui s'appelle entre guillemets use server et qui fait qu'en gros dans un fichier comment ça s'appelle, JSX. Voilà, JSX. On peut mettre du JavaScript côté client, du HTML côté client et du JavaScript côté serveur.
Et donc, moi, j'ai vu ça, ce tweet, j'étais en train de boire, j'ai failli m'étrangler, quoi, hein, parce que je me suis dit, mais sérieux, quoi, on est revenu à PHP des années 2000, hein. Et oui. Alors, après, quand on voit dans les commentaires du tweet des gens qui disent ouais, mais c'est pas parce qu'on met tout sur un slide qu'il faut tout mettre dans le même fichier, on peut toujours séparer les machins, etc. Oui, certes, en PHP en 2000, on pouvait aussi séparer, quoi, hein, ça c'est. Mais par contre, là, potentiellement, les gens qui vont faire un copier-coller de l'exemple joli qui est sur le slide, eh ben, en gros, on va se retrouver avec des développeurs front-end qui vont nous écrire du SQL. Alors, c'est possible. Par contre, d'expérience, quand j'étais freelance à une époque, j'ai fait des prestations où je devais faire de l'optimisation de performance chez des gens dont les serveurs étaient à la ramasse. Non, il faut pas laisser les développeurs front-end écrire des requêtes SQL. Parce que là, vous allez avoir besoin de grosses bases de données parce que vos requêtes vont être pourries. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le separation of concerns, c'est pas pour rien que c'est arrivé. C'est-à-dire que les différents éléments d'une application nécessitent des compétences différentes. Et même si techniquement c'est possible de tout mettre dans un seul fichier, c'est pas une bonne idée, sauf si on fait un petit site qui a 1000 visites par jour. Là, aucun souci, c'est pas un problème. Mais si le truc doit scaler un petit peu, on va se casser les dents immédiatement. Au-delà de ça, des problèmes de performance, il y a aussi les problèmes de maintenabilité. C'est-à-dire que si on commence à avoir des requêtes SQL qui sont dispersées partout dans le code du front-end, comment est-ce qu'on fait un refactoring, quoi ? Comment est-ce qu'on retrouve ces petits, quoi ? Donc là, c'est marrant parce que pour moi, ça fait partie. Alors, j'ai 33 ans de métier, hein, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs. Ça fait partie de ce mouvement pendulaire que je vois, où en gros, la technologie et les approches se réinventent tous les 10-15 ans, entre guillemets. Et je réfléchis un petit peu à pourquoi est-ce qu'il y a ce système-là. Et une des impressions que j'ai, c'est que en gros, on part à fond d'un côté, parce qu'on découvre un nouveau truc qui est super, machin, etc., tout le monde est excité, on va à fond, on arrive à des extrêmes qui font que ça devient non plus une solution intéressante, mais une solution qui est contraignante. Alors là, on peut voir par exemple tout ce qui est le front-end à gogo, où en gros le serveur ne fait plus que renvoyer du JSON, et du coup on se dit il y a un truc super, ça s'appelle server-side rendering, et là tout le monde repart à fond dans l'autre sens. Et moi j'ai vu ça, server-side rendering, je me suis dit ouais, ok. Moi j'ai fait mes premiers CGI Bean en 95, on faisait du server-side rendering, hein, ça c'est voilà. Donc c'est intéressant de voir comme il y a ces mouvements pendulaires en fait dans la techno, où finalement tous les 10 ans les choses on redécouvre, on réinvente, avec forcément une mise au goût du jour, hein, parce que la techno, l'environnement a évolué au passage, mais avec des espèces de philosophie générale qui sont des choses qu'on a déjà vues et qu'on a oubliées, qu'on redécouvre et qu'on réinvente en fait. Donc là, vous êtes un peu des petits jeunes, vous n'avez pas encore vu tous ces cycles-là, mais enfin moi je les vois, j'en suis à mes 2 ou 3 cycles pour certains trucs, hein, ça c'est rigolo, quoi. C'était avec les histoires de Corba, puis JB et compagnie, oui, aussi, qui sont en train de revenir, qui étaient en train de revenir à une période. Alors tout à fait, Corba et alors là aussi, alors c'est comment ça s'appelle le truc de chez Google là où ils font de la distribution automatique de code en Go. GUIS ? Non. Non, ça c'est en Java, mais c'est en Go. Ils ont fait un truc où en gros on annote le code Go et le machin derrière il y a une espèce de post-processeur qui va faire la distribution automatique de ce truc-là sur différentes machines. J'ai vu ça, j'ai fait nom d'un chien. Ils ont réinventé les EJB en Go, quoi. Ça c'est et donc il y a ça, et puis il y a aussi des choses qu'on voit. Donc Corba et les EJB c'était du RPC, du Remote Procedure Call. Qui a été considéré comme une mauvaise pratique pendant des années parce qu'on faisait du REST avec l'architecture du web qui permettait de faire, donc le REST permettait aussi de gérer des autorisations fines parce qu'on avait des URL sur lesquelles on pouvait faire du filtrage, du caching, machin, etc. Et maintenant, hop là, gRPC.
où on fait tout passer sur un unique socket en HTTP2, et là, si on veut faire des autorisations fines par appel de fonctions cette fois-ci, puisque c'est plus des ressources, tout ça doit être géré intégralement au niveau applicatif. On oublie les Web Application Firewall, ils sont pas capables d'en faire quoi que ce soit maintenant. Hein, donc les reverse proxy maintenant ils font passe-plat, mais ils peuvent pas. C'est ça, voilà. Pas avoir Donc plus de fonctionnalités. c'est une autre illustration de ce mouvement de balancier en fait. Hein, c'est intéressant. Effectivement, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Sachant que cet aspect separation of concern sur la partie React et de faire du SQL partout, du SQL qui va se retrouver un peu distribué partout s'il est développé par la personne qui a besoin de développer la fonctionnalité dans son composant. Ça va amener aussi au fait que quelque part il y a une grande différence entre ce qui fait joli sur des slides et ensuite derrière des patterns d'architecture parfois rébarbatifs mais qui sont nécessaires, et qu'au final il y a certaines choses, elles sont pas là pour rien, et que ce mouvement de balancier vient aussi peut-être du fait que on rencontre un problème, on y apporte une solution, cette solution devient tellement démocratisée qu'on se rend même plus compte que le problème existe parce que il y a une solution qui est déjà là et qui est un petit peu commune, et puis ensuite on se dit ah tiens, si on le retirait parce qu'en fait c'est chiant, et 2 ans plus tard on découvre que ah bah oui mais en fait ça répondait à un problème. Donc c'est voilà, la lourdeur qu'on a en mettant en place de la structure, en fait, elle est pas inutile. Hein. Alors encore une fois, ça dépend du contexte. Si on fait un petit site web où il y a, on va dire, une dizaine de pages et 1000 visiteurs par jour, c'est fondamentalement pas un problème. Sauf si votre site il a du succès. Mais bon, là de toute façon, on sait que dans une boîte qui grossit, il y a des cycles de réécriture, donc là c'est pas fondamentalement gênant, mais il faudrait surtout pas que des gens se disent ouais super, je vais faire ma grosse appli avec ça directement, parce que là c'est la mort, quoi. Oui, c'est sûr. C'est toute la complexité du dimensionnement d'une application, du choix de technique, de l'ingénierie au final, qui est de choisir les meilleurs outils pour répondre aux problèmes. Et d'un travail d'architecture en fait. Ouais. En parlant d'architecture, on va parler de construction, et en particulier la construction de modèles d'entraînement, de modèles en LLM. Et donc, c'est Sylvain qui va nous parler de ChatGPT Builder. Alors déjà, chapeau pour la transition, c'est magnifique. Des années de travail. Voilà. ChatGPT Builder, là, il y a une conférence autour de ChatGPT qui a eu lieu en ce moment ou hier, je sais plus, et donc il y a Sam Altman, le patron de OpenAI, qui a fait une présentation sur un nouveau produit qui sort qui s'appelle ChatGPT Builder, où en gros ils offrent la possibilité à tout un chacun de se faire un ChatGPT custom sur des thématiques spécifiques et que l'utilisateur choisit. Alors, on a mis dans le lien une petite vidéo de 4 minutes où il fait une démo où en gros il construit un ChatGPT qui va donner des conseils aux start-upers. Donc Sam Altman, il vient du Y Combinator, donc il a beaucoup accompagné des start-up et trucs comme ça. Et la façon dont il le fait est intéressante parce que ça laisse poindre un petit peu ce qui doit se passer en dessous. C'est-à-dire que il commence par placer un contexte, il dit voilà, je veux faire un ChatGPT qui va être dédié au mentoring de créateurs de start-up, et je te donne des informations, et hop, il lui upload un fichier qui est en gros une keynote qu'il avait donnée à destination des entrepreneurs sur les choses à faire et à pas faire, etc. Et ensuite, paf, le machin dit ok, je suis prêt. Il lui même il lui propose même un nom pour son moteur, et il s'appelle Startup Mentor ou un truc comme ça, et même un logo. Wow. Bon, ça va jusqu'au bout, quoi. Il ouais, profite de toutes les API, tous les produits qui sont faits. C'est ça. Après, tu cliques sur un bouton, ça te fait une URL custom terminée, quoi, hein, et tu peux le vendre. La chose intéressante, si on creuse un petit peu ce qu'il doit y avoir là-dessous, c'est qu'on voit qu'il commence en fait par créer un prompt système. Il place un contexte en disant je veux créer un ChatGPT pour faire du mentoring de start-up, et ensuite le document qu'il upload, c'est une base de connaissances. Donc finalement c'est la combinaison d'un prompt system avec du RAG, donc Retrieval Augmented Generation, où en gros les questions que pose un utilisateur vont d'abord aller taper dans une base de connaissances avec la recherche sémantique type indexation vectorielle, et ensuite repasser dans le LLM
pour la mise en forme du résultat. Donc, moi qui bosse chez Elastic, c'est des problématiques qu'on a chez nous. Elasticsearch, maintenant, il fait de la recherche vectorielle. On a les moteurs d'analyse sémantique intégrés, etc. Et on travaille justement sur du RAG en intégrant des LLM tiers. Et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, toute cette partie-là est complètement abstraite. C'est-à-dire qu'on oublie les LangChain, les machins, etc. Maintenant, le grand public dit, tiens, vas-y, fais-moi un truc qui fait papa-maman, je te file de la doc qui va te servir de référence, et hardi petit, ensuite on l'a sur le web et on peut commencer à le monétiser. Donc, qu'est-ce que ça va faire derrière ? Est-ce que ça va faire de la merde ? Est-ce que ça va faire un truc intéressant ? Je pense qu'il y aura des deux, en fait. Ça, c'est... ça va ouvrir beaucoup de choses et porter les problèmes que ça peut avoir. Typiquement, c'était Steve Morin qui avait développé les JGPT, qui donnait des conseils juridiques. Oui. Et ce genre de modèle qui était basé sur un prompt, si ma mémoire est bonne, c'est des choses qui, d'une certaine manière, sont... on va dire que ce genre de choses, c'est les prémices de ce qu'est aujourd'hui ce genre de modèle. Alors, sans l'augmentation par une base de connaissances, mais du coup d'avoir la possibilité de créer son propre chat GPT qui a son contexte et qui agit d'une certaine manière. Après, ça peut avoir des usages très intéressants sur de l'accompagnement. Typiquement, un exemple que je vois immédiatement, c'est l'accompagnement des personnes qui sont déconnectées des services publics. Pour l'accession aux services publics, d'avoir un espèce de conseiller Pôle emploi virtuel ou ce genre de choses, même si c'est vachement déshumanisant. Ah oui, mais c'est dans le sens des gens qui seraient éloignés de tout, qui habiteraient sur une île quelque part, qui habiteraient dans la campagne loin, qui auraient pas de véhicule, qui seraient déconnectés, on va dire, de l'accès aux services publics physiques. Pourrait avoir un assistant potentiellement même personnalisé pour leurs besoins. Et après, ça peut être aussi d'autres cas d'usage, mais potentiellement le côté personnalisation qui pourrait arriver ensuite, d'avoir au-delà d'avoir un chat GPT on va dire vendable sur le web un peu générique, potentiellement même d'aller plus loin et d'avoir une version personnalisée par client, par utilisateur du système, utilisateur ou utilisatrice d'ailleurs, du système. Alors là, je suis convaincu de ce que tu dis, de l'utilité de moteurs spécialisés. Par contre, là où j'ai plus un petit doute, c'est sur ce qui va sortir avec cet outil, en fait, qui est vraiment un clicodrome extrêmement accessible. Est-ce que, quelle va être la qualité des choses qui vont être construites autour de ça ? Oui. Associé à ça, je pense qu'aussi, il y a potentiellement un problème de propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai dit, il a uploadé un discours qui constitue la base de connaissances. Il y a eu des discussions et des polémiques sur les données qui ont servi à entraîner les grands LLM qu'on connaît. Quid de la propriété intellectuelle que les gens vont utiliser pour entraîner leur ChatGPT custom. Bien sûr. C'est-à-dire que je prends un bouquin, je sais pas, un EPUB, je récupère tout le texte. Boom, je l'upload comme base de connaissances de mon chat GPT perso qui va traiter de recettes de cuisine. Alors, recettes de cuisine, c'est intéressant, c'est peut-être pas un bon exemple parce que les recettes de cuisine ne sont pas brevetables. Ça, c'est un truc intéressant, ça. Mais voilà, donc il peut y avoir comme ça des domaines où on va finalement pomper de l'information qui est copyrightée, finalement, qui appartient à quelqu'un d'autre, et configurer son propre chat GPT avec cette connaissance qui ne nous appartient pas, mais que pour autant on va monétiser. Donc je pense que on va multiplier en fait les problèmes de propriété intellectuelle qui ont eu lieu avec les grands modèles aujourd'hui par 10 millions sur des tout petits modèles. Très probablement avec effectivement je vois bien les fameux influenceurs immobiliers, développement personnel et autres qu'on trouve qui vont aller pomper des EPUB ou des bouquins de développement personnel, les mettre dans un chat GPT et aller vendre ça 500 balles en abonnement. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu quelqu'un qui a potentiellement mis tous ses discours, tous ces trucs dedans, et qui souhaitait en tout cas vendre une application dans laquelle tu discutes et tu as ses conseils, quoi. Et ça, c'est très probable que ce genre de choses arrive. Mais après, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs. Ce que
Ce qui va me faire un peu plus peur, c'est pour les boîtes de conseil. Je sais que les boîtes de conseil sont ultra intéressées par ça parce qu'elles ont des bases de connaissances qui sont énormes. Et littéralement pouvoir prendre moins de gens, virer plein de gens et profiter justement de cette qualité de réponse, ça peut leur faire de grosses économies. Donc je sais qu'il y en a beaucoup de grosses boîtes qui investissent là-dedans avec cette idée-là, quoi. Alors, je peux revenir à parler d'Elastic là-dessus. On a le produit Elastic Security qui est un SIEM, et pour faire l'analyse de la détection de menaces, trucs comme ça. Et on a récemment ajouté donc un AI assistant, c'est-à-dire que en gros, le truc, on sélectionne un certain nombre d'événements qui sont un petit peu doutés ou douteux, qui remontent d'alerte et tout ça, et le truc va en gros analyser à partir d'un contexte qui est les événements qui remontent des sondes, et fournir même des préconisations de remédiation. Donc on y est là, hein. C'est-à-dire que l'analyste sécurité maintenant devient un passe-plat entre des règles de collecte de données et peut-être des définitions d'alerte, et un LLM qui va lui fournir des recommandations. En vrai, c'est super intéressant. Enfin, moi, pour avoir travaillé sur ces sujets-là, j'ai eu des cours et puis j'ai plein d'amis à moi en fait qui, en sortant de mon école, on peut devenir analyste SOC, et ça fait partie des outils où moi je me souviens avoir créé des requêtes très très spécifiques comme ça déjà avec ChatGPT. Donc si c'est intégré dedans en termes d'expérience produit, c'est incroyable. C'est super intéressant. Ah, voilà, Elastic Security. Ça y est, je l'ai placé. Mais ouais. Mais ça va apporter beaucoup de choses, et effectivement sur le côté propriété intellectuelle et même sur les aspects l'expression et ce qui vont être dit, parce que un truc typiquement qui était très à la mode, c'était surtout 2012-2017, mais c'était le compte Twitter de bots de candidats où on lui pose des questions et il répond avec des bouts du programme avec globalement de la détection de mots-clés. Et c'est des choses qui risquent aussi d'arriver avec les sénateurs américains qui vont avoir leur chat GPT à eux avec tout leur discours et tout ce qu'ils ont fait, et potentiellement du coup amener à avoir des choses qui dépassent certaines règles de bienséance ou de même des règles sur l'expression légale dans un pays avec ce genre de technologie. Donc tu veux dire parce que les trucs risquent de sortir des hallucinations, c'est ça, non ? C'est que typiquement on fait un chat GPT qui répond comme si c'était Donald Trump, il y a de fortes chances que à un moment il y ait bien des... Oui, c'est ça, voilà. Qu'il y ait des propos racistes ou quoi, c'est très très probable. Donc c'est un problème qui justement rentre dans les considérations éthiques. Donc c'est le fait d'ouvrir, de permettre à tout le monde de faire un chat GPT, ça permet de le démocratiser, et donc d'en faire émerger tout ce qu'on peut retrouver dans une société, donc aussi bien le meilleur que le pire en quelque sorte. Alors à propos d'IA toujours, il y a des modèles d'IA qui permettent aussi de faire de la génération de texte vers de la 3D, donc un peu à la manière d'une génération d'images, mais là cette fois c'est de la 3D, et Eloi voulait nous en parler. Oui, c'est ça, c'est marrant parce que DALL-E 1 est sorti, donc le premier modèle qui générait des images, il est sorti je crois en janvier 2021, donc ça commence à remonter. Ça a été démocratisé à partir de DALL-E 2, ça fait plus d'un an, mais effectivement c'est généré essentiellement des images en 2D. C'est marrant parce que du coup on a deux nouveaux types d'IA générative, les LLM qui sont basés sur les transformers, et actuellement les IA qui génèrent des images qui elles sont plutôt basées sur des approches de diffusion. Le lien que je vous ai donné, c'est sur un nouveau modèle qui s'appelle Magic 3D, effectivement, qui fait du texte vers la 3D, donc qui génère effectivement, alors ça génère un champ et on peut en extraire des modèles qui peuvent être réexportés. Et c'est un modèle qui se base sur les avancées qui avaient été faites avec Fusion 3D, le premier modèle qui faisait de la 3D. Et celui-ci je crois, il a il est 2 fois plus rapide et il a une résolution qui est 8 fois supérieure. Le problème de la résolution en 3D est beaucoup plus dur en fait à gérer qu'en 2D, vu qu'on a beaucoup plus de points du coup à générer. Et c'est intéressant de voir que la recherche continue dans ce secteur-là. C'est encore loin d'être démocratisé. Je pense que tout le monde a déjà vu des images générées par des IA qui génèrent des images en 2D. En 3D, beaucoup moins. Souvent, c'est pas très... Moi, j'ai vu les démos, ça avait l'air très très moche.
Donc là, on va enfin avoir des jolis modèles 3D, si je comprends bien. Alors c'est encore rudimentaire, on va dire. La résolution est pas folle et il y a encore pas mal d'artefacts qui sont liés à la façon dont c'est généré. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Magic 3D utilise encore, c'est pas du tout utilisé de la même façon, mais c'est quand même une approche par diffusion. Donc un peu comme Stable Diffusion ou comment il s'appelle, Midjourney. C'est juste pas utilisé de la même façon, mais la technologie est similaire. Ah, et puis sur le site, il y a des petites démos qui tournent, avec le petit slider, on peut Oui, voir. c'est ça. Ah, c'est marrant. C'est mignon. On est encore loin de l'expressivité des modèles qu'on peut voir en 2D, mais c'est marrant de voir que ça avance de ce côté-là aussi. Effectivement, mais c'est là où on voit que finalement, au-delà du texte, au-delà surtout du texte et de la génération de code, etc., la génération d'images, c'est aussi un vrai sujet. Je sais qu'il y a des entreprises, beaucoup pas forcément nécessairement dans la défense, mais liées à l'aviation ou dans de l'ingénierie plus industrielle, qui ont des gros projets de recherche là-dessus, parce que c'est un moyen de rationaliser beaucoup de choses vis-à-vis de créer des modèles d'avions, des modèles de choses comme ça pour potentiellement itérer beaucoup plus rapidement sur des simulations, en ayant des modèles 3D qui soient générés à partir de règles. Ça peut être intéressant. Et comme ça, tu génères tout un ensemble de variations et tu les testes les unes après les autres pour finalement c'est de la recherche par descente de gradient, mais à l'échelle de l'avion en fait. C'est ça exactement. C'est ça exactement sur des modèles de simulation. J'avais vu, c'était alors faut que je le retrouve, je le mettrai dans les notes de la vidéo, mais c'était de la simulation d'écoulement d'ailes d'avion, et du coup ils testaient des profils d'ailes différents. Je pense que ça doit être Airbus qui fait ça, où ils testaient des profils d'écoulement d'air en fonction de modèles 3D d'ailes d'avion qui étaient générés à coup d'IA. Et enfin, à propos de 3D et de texture, il y a quelques cette tentative de transition a échoué. On va refaire. À propos de produire des images à partir de choses, voilà, Sylvain voulait nous parler d'un petit projet à lui vis-à-vis de son jardin. Alors c'est pas de la production d'images parce que c'est des vraies images, hein. C'est pas de la génération, ça serait trop rigolo. Non, ça c'est nos amis ici présents en fait qui m'en ont parlé alors que j'y pensais pas du tout. Apparemment c'est célèbre maintenant sur le web, les sangliers de Pechabou. Donc moi j'habite dans un village à côté de Toulouse qui s'appelle Pechabou et on a un problème de sangliers. Toutes les rues sont les bordures etc sont défoncées par les sangliers, les clôtures des jardins sont cassées par les sangliers, et ce qui est assez terrible c'est qu'on voit même apparaître des sentiers à travers les jardins qui sont les lieux de passage des sangliers. Ah oui. Ils en arrivent à tracer des sentiers, c'est quand même assez incroyable. Et évidemment, ils font des trous dans les jardins. Là, j'ai rebouché encore. Aujourd'hui, il y a un trou. Il y avait un trou de 20 cm parce que je l'ai chopé sur la caméra, le sanglier. Hein, on le voit, il passe, il fait sniff, trouve. Hop, ça fait un trou de 20 cm dans la pelouse, quoi. Voilà. Donc. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Alors c'est le hashtag #Sanglicam sur Twitter. On rigole avec les collègues du coin qui ont aussi des problèmes de sangliers. Et du coup, on développe des stratégies pour essayer de s'en protéger. Alors, premier truc, c'est que autour du potager, déjà, j'ai foutu une clôture électrique. Parce que un potager avec des plates-bandes bien travaillées, etc., c'est génial pour les sangliers, ils adorent ça. Donc déjà, ils viennent tout bouffer, et ensuite, comme la terre est meuble, ils se roulent dedans, quoi. Donc là, c'est la catastrophe. Donc on a mis une clôture électrique autour du potager. J'ai pas pu la mettre autour du jardin parce qu'il y a pas mal de talus de végétation, ça marchait pas. Et donc là, je suis en train de réfléchir à un autre système. Comme c'est pas la peine de renforcer les clôtures, à moins de tout bétonner, c'est pas la peine, ils passeront, quoi. Ils cassent les clôtures. Donc je me suis dit, je vais peut-être plutôt essayer de les effaroucher, en fait, c'est-à-dire qu'ils aient plus envie de venir. Et donc là, le geek sort et
Je suis en train de bricoler ça, là, vous voyez, ça c'est un détecteur de mouvement que j'ai acheté 10 € à Leroy Merlin, je l'ai dépioté, et je suis en train de... Alors c'est cet après-midi que j'ai commencé à planter les microcontrôleurs là sur une breadboard pour brancher le détecteur de mouvement avec quelque chose qui... L'idée c'est de dire, on va leur mettre des flashs type lumière de voiture de police dans la gueule, associé à du son, mais du son qui doit changer, parce que c'est des animaux qui sont intelligents, les sangliers, hein, donc si on leur passe toujours le même son, ils vont apprendre. Donc en gros, l'idée c'est d'avoir un petit microcontrôleur qui a une petite banque de sons, genre des humains qui parlent, bruit de marche dans les feuilles, des trucs comme ça, quoi, avec 2-3 haut-parleurs qui soient à des endroits différents, et quand on détecte le mouvement, je te crache des flashs dans la tronche, et puis je fais du bruit qui va te faire peur. Donc c'est mon petit projet du moment, ça, on va voir si c'est efficace ou pas, mais l'idée c'est de dire on va faire des effaroucheurs. Comme ça, les sangliers resteront chez les voisins. Voilà. Ça veut dire une boîte de nuit, en fait, chez toi. C'est ça, voilà. Et après, je monte une start-up où je vends des effaroucheurs à sangliers et je deviens riche et voilà. T'as oublié. Et tu utilises de l'IA pour générer les sons. Le son, bah voilà. C'était sûr. Voilà, c'est ça. Et là t'es hype, là, t'as tout. C'est ça. Le mot deep learning pour avoir et surtout après voilà là où pourrait arriver l'IA, c'est que en gros quand le détecteur ici détecte un mouvement parce qu'il y a quelque chose qui passe, qu'il y ait une caméra qui fasse de la détection et qui différencie le sanglier, le blaireau, le renard et le chat. Parce que j'ai tout ça chez moi, hein, ça c'est. Donc voilà, il y a de quoi s'amuser. Effectivement. Et derrière c'est connecté. Tu fais des stats sur les détections. Alors c'est évidemment connecté à Home Assistant. Et oui. Ah bah voilà, parce que j'ai toute la domotique derrière, évidemment. Ça va sans dire. Ça c'est. Donc avec c'est une SP32 que tu as utilisée. Voilà, c'est une SP32. Donc derrière la connexion à Home Assistant, par exemple, j'ai un petit afficheur dans l'entrée. Où en ce moment d'ailleurs, il y a une petite LED qui clignote parce que la webcam est allumée. Donc c'est le on air qui est au rez-de-chaussée. Comme ça, ma femme sait qu'il faut pas crier dans l'escalier pour m'appeler parce que je suis en visio. Voilà. Et l'idée, c'est après de rajouter aussi des indicateurs là-dessus en disant il y a un sanglier qui est passé ce matin, va faire un tour sur la caméra. Comme ça. Ouais. C'est pas mal du tout. C'est un beau projet. Voilà. Donc, et du coup, on peut suivre tout ça au hashtag Sanglicam. Sanglicam, voilà. Magnifique. Et j'ai acheté le domaine sanglicam.fr sur lequel il n'y a rien à part une belle image de sanglier qui fait peur. Et on mettra peut-être un jour quelque chose là-dessus. Voilà. Eh bien... comment marier geekitude et campagne, quoi. Ça, c'est... Et sanglier. Et bah, très bien. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la partie musicale de cet épisode. Je vais utiliser le dé qui sert à chiffrer les user stories. Pour déterminer avec une main innocente la personne qui passera de la musique. Et cette personne en question, c'est Eloi, puisque le score c'est 8, hein, je vous montre l'innocence ici. Et donc c'est Eloi qui a été sélectionné. Et donc, Eloi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la musique que tu nous proposes ici ? Oui, bien sûr. Donc, je vous propose la musique, c'est Oogie Boogie Song, qui a été faite par Voiceplay avec comme chanteur phare Jeff Castellucci, qui a une très belle voix, je trouve, et qui montre dans cette musique-là la range vocale qu'il peut avoir. Et c'est un peu dans le thème, puisque c'est une musique d'Halloween, et Halloween, c'était il n'y a pas très longtemps. Parfait. Eh ben, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cet épisode. Et pour les gens qui nous regardent, n'hésitez pas à suivre le podcast sur toutes les bonnes crèmeries. Et sur YouTube, abonnez-vous, mettez un like, etc. Vous connaissez. La cloche. La cloche. Oui, la cloche. Très très important, la cloche. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous. Et à une prochaine fois pour l'épisode 96. Au revoir. Au revoir. Mr. Oogie Boogie says there's trouble close at hand. You better pay attention now, 'cause I'm the boogeyman. And if you aren't shaking, there's something very wrong, 'cause this may be the last.